La lumière d'Aix-en-Provence avait ce don unique de transformer la pierre en or. En cette fin de matinée de juin, ses rayons filtraient à travers les vitraux de la sacristie de l'église Saint-Jean de Malte, dessinant sur le sol des mosaïques éphémères de saphir et de rubis. Élise Marchand, debout devant un miroir sur pied, en observait le reflet danser sur le satin de sa robe. C'était une robe ivoire, simple mais d'une élégance intemporelle, qui tombait en une ligne pure jusqu'au sol, sans autre ornement qu'une fine dentelle de Calais sur le décolleté et les manches. Un héritage de sa grand-mère, un porte-bonheur. À 31 ans, Élise voyait enfin le rêve de toute une vie prendre forme. Pas le mariage en soi, mais la promesse d'une vie construite à deux, d'un avenir partagé. Pâtissière de talent, propriétaire d'une petite boutique prisée du centre-ville, la douceur d'Élise. Elle était une femme qui façonnait la beauté et la joie avec du sucre, de la farine et une patience infinie. Chaque détail de cette journée avait été orchestré avec le même soin qu'elle mettait à glacer un entremets. Les pivoines rose pâle qui ornaient les bancs, la playlist de musique classique douce qui allait l'accompagner jusqu'à l'hôtel, le fraisier monumental qui attendait les invités au domaine. Tout était parfait. Dans quelques minutes, elle rejoindrait Damien, son Damien. Ensemble depuis 8 ans, ils étaient le couple évident, celui que personne ne remettait en question. Leur amour était une chose confortable, un port d'attache rassurant. Il était architecte, cartésien et calme. Elle était artiste, intuitive et passionnée. Ils s'équilibraient. Elle se souvenait de sa demande, un soir d'automne sur le cours Mirabeau, sous les platanes aux feuilles rousses. Il n'y avait pas eu de genoux à terre, pas de discours grandiloquent. Juste un regard, une bague sortie de sa poche avec une timidité désarmante, et ces mots simples. « Je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu veux bien ?» Bien sûr qu'elle voulait. Un sourire illumina son visage alors qu'elle ajustait le voile, un nuage de tulle léger qui flottait autour de ses épaules. L'odeur de l'encens, des lys blancs et de la pierre froide flottait dans l'air, un parfum solennel et apaisant. De l'autre côté de la lourde porte en bois, elle entendait le murmure feutré des invités qui prenaient place. Bientôt, l'organiste entamerait les premières notes de la marche nuptiale. Son père devait déjà l'attendre dans le couloir, le bras prêt à s'offrir, les yeux certainement brillants d'émotion. Elle sentit une vague de trac et d'excitation lui nouer délicatement l'estomac. C'était un trac heureux, celui qui précédait le plus grand oui de sa vie. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit à la volée. Chloé, sa sœur cadette et son témoin, apparut sur le seuil. Elle portait une robe lavande qui mettait en valeur ses cheveux blonds. Mais ce n'est pas ce qu'Élise remarqua. Le visage de sa sœur, habituellement si rayonnant, était un masque de cire. Ses yeux, d'un bleu intense, étaient dilatés par une panique qu'Élise ne lui avait jamais vue. Elle referma la porte derrière elle, et le clic du loquet résonna dans le silence soudain de la pièce. « Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu es blême. »« Un problème avec maman ?» demanda Élise, le cœur soudainement serré. Sa sœur secoua la tête, incapable de formuler un mot. Elle tenait son téléphone dans une main, serré si fort que ses phalanges étaient blanches. De l'autre, elle tendit vers Élise un simple bout de papier plié en 4, une feuille arrachée d'un carnet. « Élise ?» Sa voix n'était qu'un souffle brisé. « Il faut que tu lises ça. Je l'ai trouvé sur le siège passager de sa voiture. Les clés étaient sur le contact. » Le sourire d'Élise s'effaça. Le monde autour d'elle sembla se rétrécir, se concentrant sur ce morceau de papier anodin. Ses doigts tremblèrent légèrement en le saisissant. La pièce parut basculer. Le parfum des fleurs devint soudain écœurant. L'écriture était celle de Damien, inclinée, nette, précise. L'écriture d'un architecte. Elle déplia la feuille. Les mots étaient peu nombreux, mais chacun était un poignard qui s'enfonçait lentement dans sa poitrine. « Élise, je suis désolé. Plus désolé que tu ne pourras jamais l'imaginer. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas l'homme que tu mérites, et je ne peux pas te faire cette promesse. Ce serait le plus grand des mensonges. Pardonne-moi si tu le peux. Damien. » Il n'y avait pas d'explication. Pas de raison. Juste une reddition. Une fuite. L'air se fit rare dans ses poumons, comme si on l'avait aspiré hors de la pièce.
Le papier glissa de ses doigts et tomba au sol, aussi léger que le voile qui encadrait son visage, maintenant vidé de toute expression. Le son sembla s'évanouir, remplacé par un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Le reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une étrangère, une poupée de porcelaine figée dans sa robe de mariée, le visage fendu par l'incompréhension et la douleur la plus pure. « Non », murmura-t-elle, c'était un mot vide, un écho sans conviction. C'est une blague. C'est impossible. Il doit être en route. Il est juste en retard. Chloé s'approcha, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai essayé de l'appeler. 10 fois, 20 fois. Son téléphone est éteint. Son père non plus n'arrive pas à le joindre. Élise, il est parti. Parti. Le mot ricocha dans son esprit. Damien était parti. Il l'avait laissé ici, dans cette église remplie de leurs amis, de leur famille, à quelques minutes de devenir sa femme. L'humiliation la frappa avec la force d'une gifle. Les visages des invités, leurs sourires en attente, leurs regards curieux, tous allaient se tourner vers elle. La mariée, abandonnée. La femme qui n'était pas assez. Un chaos contenu se déchaîna dans la sacristie. La voix de sa mère, paniquée, de l'autre côté de la porte, demandant ce qui se passait. Le bruit des pas pressés dans le couloir. Mais pour Élise, tout était lointain, irréel. Elle restait immobile, les mains le long du corps, le regard perdu sur les arabesques colorées que le soleil dessinait à ses pieds. Elle n'était plus des joyaux de lumière, mais des éclats de verre brisés. La porte s'ouvrit de nouveau, doucement cette fois. C'était son père. Son visage, d'abord rayonnant d'une fierté paternelle, se décomposa en voyant les larmes de Chloé et le vide absolu dans les yeux de sa fille aînée. « Élise, ma chérie ?» fit-il, sa voix tremblante. « L'organiste attend mon signal. C'est l'heure, c'était l'heure de la plus grande joie de sa vie, l'heure de sa plus profonde solitude, l'heure de son anéantissement. Debout, fantôme de mariée dans une église pleine à craquer, Élise Marchand ne savait plus quelle heure il était, ni quel jour, ni même qui elle était, maintenant que la promesse qui la définissait venait de voler en éclats. Le silence qui suivit la question de son père fut le plus lourd qu'elle ait jamais connu. Le temps se figea. Les mots de son père, c'est l'heure, pendaient dans l'air, dépouillés de leur joyeuse signification pour devenir une sentence. L'heure de quoi, au juste? L'heure d'affronter une centaine de regards qui passeraient de l'expectative à la pitié en une fraction de seconde? L'heure d'annoncer publiquement sa propre humiliation? Un frisson glacial la parcourut, malgré la chaleur de cette journée de juin. Pour la première fois de sa vie, Élise Marchand, la femme qui planifiait tout, qui maîtrisait les dosages au gramme près, se sentit complètement dépossédée de son existence. Pourtant, une étrange force, née des profondeurs de son anéantissement, monta en elle. Ce n'était pas du courage, mais plutôt un réflexe de survie, l'instinct de celui qui, au bord du gouffre, refuse de tomber sans un dernier geste de dignité. Elle ne pouvait pas rester cachée dans cette sacristie, à écouter sa vie se désintégrer à travers une porte en chaîne. C'était son mariage, son non-mariage, c'était sa douleur, et personne n'allait l'annoncer à sa place. « Je dois y aller !» dit-elle d'une voix rauque, si faible qu'elle dut se racler la gorge pour se faire entendre. Son père la dévisagea, le front plissé d'inquiétude. « Ma chérie, tu n'as pas à faire ça. Nous allons... »« Non !» coupa-t-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Ils attendent une mariée. Ils doivent savoir pourquoi elle ne viendra pas. » Elle fit un pas vers la porte, et le monde se remit en mouvement, mais au ralenti. Chloé essaya de la retenir, sa main effleurant son bras. « Élise, s'il te plaît, ne t'inflige pas ça. » Mais Élise se dégagea doucement. Elle jeta un dernier regard à son reflet. La femme dans le miroir était une statue de marbre, dans une robe de mariée. Immobile, parfaite et déjà une ruine. Elle poussa la porte et entra dans le narthex, où l'organiste la regarda avec interrogation depuis sa tribune. Elle lui fit un signe de tête négatif, un geste minuscule qui portait en lui le poids de tout ce qui venait de s'effondrer. Puis, au lieu de prendre le bras de son père qui l'attendait, tremblant, elle s'avança seule vers la grande nef. Le silence tomba d'un seul coup. Le silence total, assourdissant. Chaque tête se tourna vers elle, sans Père Dieu. Leurs sourires s'éteignirent,
les uns après les autres, comme des bougies dans un courant d'air. Elle vit tout, avec une clarté insoutenable. Elle vit sa grand-mère au premier rang, son bibi à voilette de travers, une main sur sa bouche. Elle vit ses amis d'enfance, leur visage passant de la joie à l'incompréhension. Elle vit les parents de Damien, pâles, confus, la cherchant du regard pour une explication qu'elle ne pouvait leur donner. Et elle vit les chaises vides de la famille de Damien, du côté droit de l'allée, des chaises qui semblaient se moquer d'elle. Le flash d'un smartphone crépita, un bruit sec et violent qui la fit sursauter. Quelqu'un venait d'immortaliser le début de sa chute. Elle marcha, lentement, ses pas feutrés sur le tapis rouge déroulé pour une autre histoire que celle-ci. Chaque pas était un effort surhumain. Elle ne se dirigeait pas vers l'autel pour dire oui, mais pour officialiser la fin. Arrivée au bout de l'allée, là où Damien aurait dû l'attendre, elle se tourna vers l'assemblée. Son regard était vide, mais sa posture était droite. Elle cherchait désespérément un point où fixer son attention, quelque chose pour ne pas sombrer. Ses yeux balayèrent la foule, passant sur les visages sans s'y attarder, jusqu'à ce qu'ils croisent, une seconde à peine, un homme assis vers le fond sur la gauche. Il était à part. Dans une assemblée où tout le monde portait des costumes clairs et des robes colorées, il était vêtu d'un costume sombre, d'une coupe impeccable. Ses cheveux étaient au noir, ses traits anguleux, et il se dégageait de lui une aura de calme souverain qui contrastait violemment avec la tension électrique de la pièce. Elle le reconnut vaguement. Julien Moreau, le fameux demi-cousin de son beau-père, un magnate du vin dont on disait qu'il était aussi riche que reclus. Elle ne lui avait parlé qu'une fois, brièvement, lors d'un dîner de famille, il y a 1 an. Il l'avait observé avec une intensité curieuse, presque dérangeante. Aujourd'hui, son regard n'était pas curieux. Il n'exprimait ni pitié ni gêne, juste une sorte d'observation neutre, une présence solide au milieu du naufrage. Son regard ne la quitta pas, mais il ne la jugeait pas. Il la voyait. C'était différent. Ce fut son père qui trouva la force de parler, sa voix brisée par l'émotion résonnant dans l'acoustique parfaite de l'église. « Mesdames et messieurs, chers amis, chères familles, je vous demande de nous excuser. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le mariage n'aura pas lieu. » Un murmure collectif parcourut l'assemblée. L'humiliation devint une vague qui menaçait de l'engloutir. Elle sentit ses genoux se dérober. Elle allait s'effondrer, là, devant tout le monde. Son souffle se coupa, ses mains devinrent glacées. Elle ferma les yeux, priant pour que le sol s'ouvre et l'avale. Et c'est là que le miracle se produisit. Pas un miracle divin, mais un miracle humain. Un mouvement se fit entendre dans le silence gêné. Élise rouvrit les yeux et vit la silhouette sombre de Julien Moreau se lever. D'un pas lent et mesuré, il remonta toute l'allée centrale, ignorant les têtes qui se tournaient sur son passage. Il ne regardait personne d'autre qu'elle. En arrivant à sa hauteur, il ne dit rien. Il retira simplement la veste de son costume, un vêtement en laine fine d'un bleu nuit profond, et la posa délicatement sur ses épaules nues et tremblantes. La chaleur du tissu, imprégné d'un discret parfum de bois de cèdre et de terre, fut un choc, un ancrage soudain dans la réalité qui lui échappait. Le geste était simple, mais d'une puissance inouïe. Il ne la touchait pas, mais il la protégeait. Il ne la sauvait pas, mais il lui rendait une parcelle de sa dignité volée. Il se pencha alors légèrement vers elle, et sa voix, basse et calme, ne fut qu'un murmure destiné à elle seule. « Si vous voulez partir d'ici sans regarder en arrière, je vous emmène. » Ces mots étaient une bouée lancée au milieu d'un océan de honte. Partir, ne pas regarder en arrière. L'idée était si simple, si audacieuse, qu'elle parut à Élise la seule chose logique à faire. Pourquoi cet homme faisait-il cela? Elle ne le savait pas. Était-ce par pitié? Par orgueil? Cela n'avait aucune importance. Dans son regard, elle ne vit rien de tout cela. Elle vit une issue. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle ne le pouvait pas. Elle hocha simplement la tête, un mouvement à peine perceptible. C'était suffisant. Julien se redressa et, sans un regard pour l'assemblée médusée, il lui offrit son bras. Instinctivement, elle y posa sa main.
Puis, sous les yeux stupéfaits de sa famille et de ses invités, l'homme qu'elle connaissait à peine la guida hors de l'église. Il ne la pressa pas. Il marcha à son rythme, sa présence à ses côtés formant un rempart invisible contre les chuchotements et les regards. Ensemble, ils firent le chemin inverse sur ce tapis rouge, non pas comme des mariés, mais comme deux fugitifs, s'échappant d'une scène de crime dont elle était la seule victime. Quand ils franchirent le grand portail de l'église, la lumière du soleil provençal fut si aveuglante qu'elle dut fermer les yeux. L'air était chaud, vibrant du chant des cigales. C'était comme passer d'un cauchemar à un autre monde, un monde où tout restait à écrire. Le parvis de l'église baignait dans une lumière crue et impitoyable. Quelques badauds, attirés par le rassemblement inhabituel, s'étaient arrêtés et observèrent la scène avec une curiosité à peine voilée. Élise se sentit exposée, disséquée par leurs regards. La veste de Julien sur ses épaules était un maigre bouclier contre cette nudité soudaine. C'était plus qu'un vêtement. C'était un geste qui la séparait symboliquement du monde qu'elle venait de quitter. Un monde de promesses et de pivoines roses. Sans un mot, Julien la guida sur le côté de la place, loin de l'entrée principale, où les premiers invités commençaient à sortir, leur visage un mélange de confusion et de consternation. Ils se déplaçaient en silence, Élise flottant plus qu'elle ne marchait, sa main toujours posée sur l'avant-bras de cet homme qu'elle ne connaissait pas. Son contact était ferme, impersonnel mais rassurant. Il n'essayait pas de la consoler, il se contentait de la diriger. Pour l'instant, c'était tout ce dont elle avait besoin. Sa voiture était garée un peu plus loin, à l'ombre d'un platane centenaire. Ce n'était pas le véhicule ostentatoire auquel on aurait pu s'attendre de la part d'un milliardaire. C'était une Aston Martin d'un gris anthracite discret, élégante et puissante, mais sans aucune arrogance. Il ouvrit la portière passager pour elle. Le mouvement fut fluide, économique. En s'asseyant, sa robe de mariée s'étala sur le cuir souple, une tache blanche et surréaliste dans l'habitacle sombre. Le tissu semblait crier son incongruité, l'absurdité de la situation. Elle était une mariée sans mari dans la voiture d'un inconnu. Julien prit place au volant et démarra le moteur. Le vrombissement grave et contenu de la voiture la fit tressaillir. C'était le premier son concret qui perçait la brume de son état de choc. Il ne lui demanda pas sa destination. Il n'y avait pas de destination. Il s'engagea simplement dans la circulation, s'éloignant de la rue Cardinal et du cœur historique d'Aix-en-Provence. Le silence dans la voiture était total, seulement rompu par le souffle discret de la climatisation. Élise fixait le paysage qui défilait, mais ne le voyait pas. Les façades ocres des hôtels particuliers, les fontaines moussues, les terrasses animées du cours Mirabeau, tout cela appartenait à une autre vie. Une vie qui avait cessé d'exister il y a moins d'une heure. Les mots de Damian tournaient en boucle dans son esprit, une litanie cruelle. « Je ne peux pas. Pardonne-moi si tu le peux. » Comment pouvait-elle pardonner l'inexplicable ? Quelle faute avait-elle commise pour mériter une telle désertion, une telle humiliation publique ? Chaque virage que la voiture prenait semblait l'éloigner un peu plus d'une réponse possible. Julien conduisait avec une concentration absolue, les mains posées sur le volant, avec une assurance tranquille. Son profil était net, presque sévère à la lumière du jour. Élise risqua un regard vers lui. Qui était cet homme ? Le demi-cousin de son beau-père. Un nom murmuré avec un mélange de respect et de méfiance lors des dîners de famille. Le propriétaire du domaine de la Roche-Noire à Châteauneuf-du-Pape, l'un des vignobles les plus prestigieux de la région. On le disait solitaire, travailleur acharné, presque misanthrope. Alors pourquoi ? Pourquoi avait-il fait ça ? Il n'y avait aucune logique, il ne lui devait rien. Alors qu'ils quittèrent la ville pour s'engager sur les routes sinueuses de la campagne provençale, le paysage changea. Les platanes laissèrent place aux cyprès élancés, sentinelles sombres pointées vers un ciel d'un bleu immaculé. Les champs de lavande, pas encore en pleine floraison, dessinaient des lignes violettes et vertes sur la terre rouge. Des oliveraies aux feuilles argentées scintillaient sous le soleil de midi. C'était la Provence qu'elle aimait, celle qui inspirait ses créations. La douceur de l'abricot, le parfum du romarin, l'amertume du miel de lavande. Aujourd'hui, cette beauté lui était indifférente, voire hostile.
Elle semblait se moquer de sa laideur intérieure. Julien ne parla qu'une seule fois durant le trajet, qui dura près d'une heure. D'une voix neutre, sans la regarder, il lui dit simplement « Il y a de l'eau dans la portière si vous avez soif ». Élise ne répondit pas. Elle n'avait pas soif. Elle ne ressentait rien, ni faim, ni soif, ni fatigue. Juste un vide immense, un creux au milieu de sa poitrine. Elle ferma les yeux, le visage tourné vers la vitre, et laissa le mouvement de la voiture la bercer. Finalement, le rythme du trajet changea. Ils quittèrent la route principale pour s'engager sur un chemin de terre bordé de vignes. Les ceps, noueux et torturés, s'alignaient en rang parfait à perte de vue. Au loin, on pouvait deviner la silhouette découpée des dentelles de Montmirail. Le soleil frappait la terre et l'air était vibrant de chaleur et du bourdonnement des insectes. Au bout du chemin, un grand portail en fer forgé s'ouvrit silencieusement à leur approche, révélant une allée de cyprès menant à une bâtisse massive en pierre blonde. Le domaine de la Roche Noire. La maison n'était pas un château tape à l'œil, mais une ancienne commanderie templière restaurée avec un soin infini. C'était un lieu qui respirait la force, l'histoire et une solitude choisie. La voiture s'arrêta dans une cour intérieure où le gravier crissa sous les pneus. Une fontaine murmurait en son centre. L'endroit était d'un calme absolu, un refuge. Julien coupa le moteur. Le silence qui suivit était différent de celui de l'église. Il n'était pas tendu et oppressant, mais paisible et profond. Il se tourna enfin vers elle. Son regard, d'un gris orageux, était sérieux. « Nous sommes arrivés, » dit-il sobrement. « Vous serez tranquille ici. Personne ne viendra vous déranger. » Il sortit de la voiture et vint lui ouvrir la portière. Élise resta assise un instant, paralysée. Descendre de cette voiture signifiait accepter cette nouvelle réalité. Mettre un pied dans ce domaine, c'était admettre que sa vie d'avant était terminée. Avec un effort immense, elle se hissa hors du véhicule, sa robe bruissant sur le gravier. Debout, au milieu de cette cour inondée de soleil, elle se sentit minuscule et déplacée, une pièce de puzzle qui n'appartenait à aucune boîte. Son regard se porta sur les vignes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Une mer verte et ordonnée. Une brise légère se leva, faisant frissonner les feuilles et portant jusqu'à elle le parfum chaud de la terre et des herbes sauvages. C'était un parfum de vie, brut et indomptable. Et ce fut cette odeur, ce souffle de vent sur sa peau, qui brisa enfin la digue de son engourdissement. Une seule larme, chaude et salée, s'échappa de ses yeux et roula lentement sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. C'était la première fissure dans la statue de marbre, le début du dégel. Julien ne fit aucun commentaire sur sa larme. Il se contenta d'un léger hochement de tête, comme pour accuser réception de sa fragilité, puis la précéda à l'intérieur de la bâtisse. Le contraste fut saisissant. De la chaleur écrasante du dehors, ils passèrent à la fraîcheur séculaire de la pierre. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, sobre, puissant et d'une beauté austère. De hautes voûtes en pierre, des poutres en chêne sombres, grosses comme des troncs d'arbres, un sol en terre cuite poli par des siècles de passage. Le mobilier était minimaliste, contemporain, mais choisi avec un goût si sûr qu'il ne jurait pas avec l'âme ancienne du lieu. Il n'y avait pas de bibelots inutiles, pas de photos de famille. C'était un espace de vie, mais un espace gardé, un sanctuaire de pierre et de silence. L'air sentait la cire d'abeille, la lavande séchée et quelque chose de plus minéral, de plus profond. L'odeur de la cave, en contrebas. Une femme d'une 60aine d'années apparut depuis un couloir latéral. Elle était vêtue d'une blouse grise, ses cheveux argentés relevés en un chignon strict. Son visage, doux mais impénétrable, ne trahit aucune surprise en voyant son employeur accompagné d'une femme en robe de mariée au visage ravagé par le chagrin. Elle hocha simplement la tête. « Monsieur Moreau, madame ». Sa voix était aussi posée que le reste de sa personne. « Martine », répondit Julien sur le même ton neutre. « Préparez la chambre d'amis de l'aile est, s'il vous plaît. Montez-y des serviettes et le nécessaire de toilette. Et faites-nous parvenir quelque chose de léger à manger dans 1 heure. De l'eau fraîche, du pain, du fromage, rien de plus. » « Bien, monsieur. » Elle disparut aussi silencieusement qu'elle était venue. Cette brève interaction en disait long sur Julien Moreau.
C'était un homme habitué à donner des ordres et à être obéi sans discussion. Mais il y avait aussi une forme de prévenance dans ses instructions. Il avait anticipé les besoins les plus élémentaires d'Élise, le repos, la propreté, une subsistance simple. Il ne lui demandait pas ce qu'elle voulait, il lui donnait ce dont il supposait qu'elle avait besoin. Pour une femme qui venait de voir tous ses choix lui être retirés de force, cette prise en charge directive était, paradoxalement, un soulagement. Il la guida à travers un immense salon, dominé par une cheminée de pierre monumentale, puis dans un escalier en colimaçon. Le contact de la rampe en fer forgé, froide sous sa paume, la ramena un peu plus sur terre. À l'étage, un long couloir s'ouvrait sur plusieurs portes. Il poussa l'une d'entre elles. « C'est ici, vous y serez à l'aise, » dit-il. La chambre était spacieuse, baignée d'une lumière douce, filtrée par des volets à demi clos. Un grand lit au drap de lin blanc trônait au centre. Une unique fenêtre, haute et cintrée, offrait une vue imprenable sur les vignobles qui ondulaient à perte de vue. Tout comme le rez-de-chaussée, la décoration était épurée, un bureau en bois brut, une bergère recouverte de toile beige, et c'est tout. Le luxe ici n'était pas dans l'opulence, mais dans l'espace, le silence et la qualité des matériaux. Élise se tenait au milieu de la pièce, son corps entier raidi par la tension. La robe, cette armure de satin qui avait symbolisé la promesse et la joie quelques heures plus tôt, était devenue une cage, un costume de son propre malheur. Chaque mouvement était contraint, chaque respiration entravée par le corset serré. Julien sembla le remarquer. Son regard se posa un instant sur elle, non pas avec insistance, mais avec l'œil analytique d'un homme qui identifie un problème. « Je suppose que vous voudrez vous changer », constata-t-il, ce qui n'était pas une question. « Je vais demander à Martine de vous monter des vêtements. Ils ne seront peut-être pas à votre taille, mais ils seront plus confortables. » Il s'arrêta un instant à la porte. « Reposez-vous, Élise. C'est tout ce qui compte pour l'instant. » Puis il referma la porte derrière lui, la laissant seule pour la première fois depuis le drame. Le silence de la chambre se referma sur elle, un silence si profond qu'elle pouvait entendre les battements erratiques de son propre cœur. Elle resta immobile pendant plusieurs minutes, simplement debout, au centre de cette pièce inconnue, dans cette maison inconnue, avec cet homme inconnu. La situation était si absurde qu'elle frôlait le fantastique. Finalement, un besoin viscéral de se libérer la saisit. Elle se tourna et commença à s'attaquer à la myriade de petits boutons recouverts de satin qui couraient le long de son dos. Ses doigts tremblaient, malhabiles. Ce matin, Chloé et sa mère l'avaient aidée, dans un tourbillon de rire et d'excitation. Maintenant, elle était seule, luttant contre sa propre prison de tissu. Ce fut une bataille acharnée et frustrante. Chaque bouton libéré était une petite victoire, un pas de plus vers l'effacement de cette journée. Quand le dernier fut défait, la robe glissa de ses épaules et s'effondra sur le sol dans un soupir de satin et de tulle. Elle tomba en un cercle blanc et pur sur les tommettes ocre. Élise enjamba la flaque de tissu comme si elle franchissait le seuil d'une nouvelle existence. Elle se sentait nue, vulnérable, mais aussi étrangement plus légère. Le fantôme de son mariage gisait à ses pieds. Peu après, on frappa discrètement à la porte. La voix de Martine annonça qu'elle avait déposé un sac sur le palier. Élise attendit d'entendre ses pas s'éloigner avant d'ouvrir. Elle y trouva un pantalon en lin écru, un simple t-shirt en coton noir et des sous-vêtements neufs encore dans leur emballage. Le geste était à la fois impersonnel et profondément attentionné. Elle prit une douche, longue, brûlante. L'eau qui coulait sur son corps semblait laver plus que la poussière du chemin. Elle essayait d'effacer le parfum qu'elle avait choisi pour Damien, les traces de la laque dans ses cheveux, le sel de ses larmes invisibles. Accroupie sous le jet puissant, elle laissa enfin les sanglots venir, des sanglots silencieux, déchirants, qui secouaient son corps tout entier dans la sécurité et l'anonymat de cette salle de bain inconnue. Une fois vêtue des habits simples, elle se sentit enfin un peu plus elle-même, ou plutôt la version amoindrie d'elle-même. Elle se regarda dans le miroir. La femme qui lui faisait face avait les yeux rougis, les traits tirés, mais elle n'était plus la mariée abandonnée. Elle était juste une femme,
Anonyme, perdue, exténuée, vidée de toute énergie, elle s'approcha du grand lit et tira les draps. Il sentait le frais, le propre, le soleil. Dehors, la lumière du jour commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées. Elle se glissa sous les couvertures et se roula en boule. Le dernier vestige de la journée, la robe blanche étendue sur le sol, capta son regard une dernière fois avant qu'elle ne ferme les yeux. Un linceul de soie pour une vie qui n'existerait jamais. Puis, pour la première fois depuis des heures, l'épuisement l'emporta et elle sombra dans un sommeil lourd, sans rêve, un abîme de néant bienvenu. Le réveil fut brutal, non pas à cause d'un bruit ou d'une lumière, mais à cause du silence. Un silence si dense et si complet qu'il semblait avoir un poids. Pendant une seconde de pur flottement, entre le sommeil et l'éveil, Élise ne sut ni où elle était, ni qui elle était. Son cœur battait à un rythme lent et régulier. C'était une seconde de paix, un oubli béni, puis le souvenir de la journée la frappa avec la force d'un coup de poing. L'église, la lettre, l'humiliation, tout revint en une vague nauséeuse. Elle ouvrit les yeux. La chambre était plongée dans une pénombre veloutée. Seule la silhouette de la fenêtre cintrée se découpait en gris sur le mur d'en face. Il devait faire très tard ou très tôt. Son premier réflexe fut de chercher son téléphone. Elle se rappela l'avoir laissé dans le petit sac qu'elle avait confié à Chloé avant la cérémonie. Un monde entier la séparait de ce sac, de cet objet qui contenait sa vie connectée. La pensée de l'inonder de messages non lus, d'appels manqués de sa famille affolée, de ses amis compatissants, et peut-être, oh, l'idée était intolérable, de Damien, lui donna un haut-le-cœur. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle était injoignable, coupée du monde. Et contre toute attente, cette pensée, après la panique initiale, lui apporta une étrange forme de soulagement, un répit. Elle se leva et marcha à tâtons jusqu'à la fenêtre. Les vignes s'étendaient sous la lune, comme un océan argenté et immobile. Aucune lumière ne filtrait des environs, à l'exception d'une faible lueur provenant d'un bâtiment plus bas dans la propriété, sans doute les chais ou les bureaux. Le domaine était une île perdue dans la nuit provençale. Dans ce silence et cet isolement, sa douleur n'en était que plus aiguë, plus pure. Il n'y avait rien pour la distraire, pour la diluer. Elle était seule face à elle-même, face à l'énorme trou béant que l'absence de Damien venait de creuser. Une faim tenace lui tirailla soudain l'estomac. Elle n'avait rien avalé depuis un croissant à l'aube, le matin de ce qui aurait dû être son mariage. Elle se souvint des mots de Julien, quelque chose de léger à manger. Avait-on laissé un plateau? Elle n'avait rien vu en arrivant. Poussée par la faim, elle ouvrit doucement la porte de sa chambre. Le couloir était sombre, seulement éclairé par une veilleuse discrète près de l'escalier. Tout était silencieux dans la maison. Descendre était-il impoli? Allait-elle le réveiller? Puis, elle se dit que les convenances étaient bien le dernier de ses soucis. Descendant l'escalier en pierre, ses pieds nus étaient glacés sur les marches froides. Elle se sentait comme une intruse, une voleuse dans la nuit. Elle traversa l'immense salon, où les ombres dansaient à la lueur de la lune, qui passait par les grandes baies vitrées. Guidée par une vague intuition, elle trouva le chemin de la cuisine. C'était une pièce immense, professionnelle et rustique à la fois. Un large îlot central en bois, des casseroles en cuivre suspendues au plafond, des plans de travail en pierre de cassis. Sur l'îlot, sous une cloche en verre, Martine avait laissé une assiette. Une tranche de pain de campagne, un morceau de fromage de chèvre frais, quelques olives noires et une grappe de raisin muscat. À côté, une carafe d'eau embuée de fraîcheur. Elle s'assit sur l'un des hauts tabourets et mangea, lentement, machinalement. Chaque bouchée semblait être un effort monumental, mais elle força. Manger était un acte de vie, une rébellion contre le vide. En mastiquant le pain, elle se surprit à analyser sa saveur. La croûte était croustillante, la mie dense et légèrement acide, sans doute levée au levain naturel. C'était un excellent pain. Une déformation professionnelle même au milieu du chaos. Pâtissière un jour, pâtissière toujours. Elle fut tirée de ses pensées par une lumière qui s'alluma dans la cour, suivie du son d'une porte qui s'ouvrait. Puis, elle entendit des pas s'approcher. Son cœur se serra. Julien. Il apparut sur le seuil de la cuisine.
venant de l'extérieur. Il était vêtu d'un pantalon de travail sombre et d'une chemise simple aux manches retroussées, comme s'il revenait des champs, même en pleine nuit. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre. Il ne parut pas surpris de la trouver là. « Vous n'arriviez pas à dormir », constata-t-il, encore une fois comme un fait et non une question. « La faim m'a réveillé », avoua-t-elle à mi-voix, se sentant soudain coupable d'être là. « Je suis désolé, j'espère ne pas vous avoir dérangé. »« Cette maison ne dort jamais vraiment », répondit-il en haussant les épaules. Il se dirigea vers l'évier pour se laver les mains, le geste précis et méticuleux. Il y a toujours quelque chose à surveiller. La température dans les cuves, un risque de gelée tardive, même en juin. Le vin est un tyran qui exige une attention constante. Il se servit un verre d'eau de la carafe et s'adossa au plan de travail, à quelques mètres d'elle, créant une distance respectueuse mais présente. Dans la pénombre de la cuisine, éclairée uniquement par la lune et une petite lampe sur le comptoir, son visage semblait moins dur, les ombres adoucissant les angles de sa mâchoire. « Vous faites ça souvent ? Travaillez la nuit ?» demanda Élise, cherchant à combler le silence pesant. « Parfois, j'ai toujours préféré le calme de la nuit. C'est le moment où les choses se révèlent. La terre respire différemment. On pense plus clairement, loin de l'agitation du jour. » Il y eut une pause. Élise termina son morceau de fromage. Ses mains tremblaient encore légèrement. « Pourquoi ?» Le mot lui avait échappé, plus petit et plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Julien la regarda, ses yeux gris insondables. « Pourquoi, quoi ?» demanda-t-il calmement. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Dans l'église, nous ne nous connaissons pas. Vous n'aviez aucune raison de vous en mêler. » Il resta silencieux pendant un long moment, son regard fixe, comme s'il pesait chaque mot. Il semblait lutter pour formuler une réponse qu'il n'avait peut-être jamais eu à donner auparavant. « Je n'aime pas le gâchis, » dit-il finalement, sa voix basse résonnant dans la pièce. « Et je déteste encore plus la cruauté inutile. J'ai vu une personne seule, confrontée à quelque chose qu'elle ne méritait pas. Rester assis n'était pas une option. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » C'était une réponse d'une simplicité désarmante. Dépourvu de toute fioriture sentimentale, de toute pitié condescendante, il avait agi selon un code qui lui était propre. Élise se sentit désarmée. Elle s'attendait à tout, sauf à ça, à de la pitié peut-être, à une explication alambiquée, à une tentative de séduction maladroite. Mais pas à cette réponse brute, factuelle. C'était comme si son geste, pour lui, relevait de l'évidence. « Vous n'avez pas eu peur de ce que les gens allaient penser ?» murmura-t-elle, repensant au scandale, au flash. Un sourire presque imperceptible, teinté d'amertume, étira un coin de ses lèvres. « Élise, si je me préoccupais de ce que les gens pensent, je n'aurais pas la vie que j'ai, et je passerais mes journées à me justifier. Je leur laisse ce plaisir. Ça les occupe. » Ces mots, teintés d'un cynisme profond, étaient aussi étrangement libérateurs. Elle qui avait toujours vécu sous le regard des autres, qui avait bâti sa vie sur le souci de bien faire, de plaire, d'être la fille parfaite, la fiancée parfaite. Elle se retrouvait face à un homme qui semblait totalement affranchi de cette pression. Elle baissa la tête, regardant ses mains vides sur l'îlot en bois. « Merci », dit-elle sincèrement, le mot à peine audible. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si… » Sa voix se brisa. « Vous n'avez pas à me remercier, » répondit-il doucement. « Mangez, reposez-vous, demain il fera jour. Ce ne sera pas plus facile, mais ce sera différent. » Sur ces mots, il posa son verre dans l'évier, lui adressa un dernier signe de tête et quitta la pièce, la laissant de nouveau seule avec le silence, la lune et la conscience soudaine que l'homme qui venait de lui sauver la mise était infiniment plus complexe qu'il ne le laissait paraître. Le soleil de Provence ne s'embarrasse pas de politesse. Il n'entre pas, il envahit. Élise fut tirée de son sommeil agité par des flots de lumière dorée qui se déversaient dans la chambre à travers la haute fenêtre. Elle s'était rendormie après sa rencontre nocturne avec Julien. Un sommeil plus léger cette fois, peuplé de bribes de rêves sans queue ni tête, où des églises se transformaient en vignobles et où des lettres vides s'envolaient comme des colombes. Assise dans le lit,
Elle sentit le poids de la réalité s'installer de nouveau sur ses épaules, lourd comme un manteau de plomb. Hier n'était pas un cauchemar, c'était vrai. Un bruit de frottement doux la fit sursauter. Sur le seuil de la porte, juste posée au sol, se trouvait sa robe de mariée. Mais elle n'était plus un tas informe et froissé. Quelqu'un l'avait soigneusement pliée et rangée dans une grande housse de vêtements en toile blanche. C'était probablement Martine, cette présence fantomatique et efficace. Le geste, anodin, lui serra le cœur. Mettre son malheur sous housse ne le faisait pas disparaître, mais cela le rendait pour un temps moins visible, moins agressif. Élise se leva, vêtue du pantalon et du t-shirt de la veille qui commençait à lui coller à la peau. Le besoin d'air frais, de vie, était impérieux. Après une rapide toilette, elle décida de sortir, d'affronter ce nouveau jour qu'elle n'avait pas désiré. En bas, la maison était toujours silencieuse. Sur l'îlot de la cuisine, un thermos de café fumant, une tasse et une note laconique de Martine. « Servez-vous. Monsieur Moreau est dans les vignes depuis l'aube. » Une tasse de café à la main. Un café noir, fort, dont l'amertume lui semblait appropriée. Elle poussa la lourde porte-fenêtre de la cuisine et sortit sur une terrasse en pierre qui surplombait le domaine. Le spectacle qui s'offrit à elle lui coupa le souffle. Sous le ciel matinal d'un bleu intense, des kilomètres de vignes parfaitement alignées descendaient en pente douce vers une petite vallée. Le paysage était une symphonie de vert, du vert gris des oliviers, qui ponctuait la propriété au vert intense des feuilles de vigne. Au loin, les alpilles se dessinaient en silhouettes bleutées dans la brume matinale. L'air était vif, embaumant un mélange complexe d'odeurs de terre humide, de thym et de romarin chauffé par le soleil naissant. C'était un monde de travail, d'ordre et de beauté sauvage. Elle aperçut des silhouettes qui s'affairaient entre les rangs, des ouvriers agricoles probablement. Puis elle le vit. Seul, à une centaine de mètres de là, Julien se tenait au milieu d'une parcelle, les pieds bien plantés sur la terre rouge et caillouteuse, typique du terroir de Châteauneuf-du-Pape. Il était en pleine discussion avec un homme plus âgé qui portait un chapeau de paille. Il l'écoutait attentivement, hochait la tête, puis se pencha pour examiner une grappe de raisin à peine formée. Il touchait les feuilles, palpait le sol. Il ne donnait pas l'impression d'être un PDG inspectant ses actifs, mais un paysan connecté à sa terre. Chaque geste était empreint de respect et d'une profonde familiarité. Il était chez lui, c'était son royaume. Élise sentit une bouffée de quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Cet homme avait des racines si profondes dans cette terre qu'il semblait en faire partie. Les siennes venaient d'être arrachées si violemment qu'elles flottaient, sans attache, sans but. Pendant près de 10 ans, Damien avait été son ancre. Sans lui, qui était-elle? La pâtissière d'Aix, la fille de, la sœur de... Toutes ces identités semblaient fades, incomplètes. Son téléphone lui manquait à nouveau, cette fois pour une raison différente. Elle devait appeler sa sœur, sa mère, les rassurer. Leur dire qu'elle était en sécurité. Le mot lui parut étrange. Elle était en sécurité physique, oui, mais émotionnellement, elle était à la dérive sur une mer de débris. Elle retourna à l'intérieur, bien décidée à demander à Julien si elle pouvait emprunter son téléphone. Elle le vit revenir vers la maison une vingtaine de minutes plus tard. Il avait le visage plus détendu que la veille, les traits adoucis par le soleil du matin. Il entra dans la cuisine, les bottes légèrement couvertes de poussière. « Bonjour », dit-il simplement en la voyant sur la terrasse. Il se servit à son tour une tasse de café. « J'espère que vous avez un peu dormi. »« Un peu, » admit-elle. « J'aurais besoin de vous demander une faveur. » Il haussa un sourcil interrogateur. « Mon téléphone. Il est resté à Aix. J'aimerais appeler ma famille. Ils doivent être morts d'inquiétude. » Son expression se durcit imperceptiblement. « Bien sûr, » dit-il en sortant son propre appareil de sa poche. C'était un modèle sobre et fonctionnel, sans fioritures. Il le posa sur l'îlot. « Le réseau est inégal ici, il faudra peut-être sortir. » Élise le prit avec une main légèrement tremblante. Elle composa le numéro de Chloé. La sonnerie lui parut durer une éternité. « Allô ?» La voix de sa sœur était rauque, fatiguée. « Chloé, c'est moi. » Un silence, puis un torrent de mots, un mélange de soulagement et de panique. « Élise, mon Dieu,
où es-tu? Tu vas bien? On a appelé partout. On a failli prévenir la police. Papa est dans un état et maman ne décolère pas. On est tellement inquiets. Je vais bien. Je suis en sécurité. Mais où? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a vu partir avec cet homme, le cousin de Paul. C'est fou. Tout le monde en parle. Les invités étaient... Élise la coupa, incapable de supporter la description du désastre. Chloé, je ne peux pas en parler maintenant. Dis juste à maman et papa que je suis vivante, que je vais bien et que j'ai besoin d'un peu de temps. C'est tout. Du temps? Mais du temps pourquoi? Et Damien, il a essayé de nous joindre. Hier soir, le cœur d'Élise cessa de battre. La pièce sembla basculer. Damien, il avait appelé. Julien, qui était resté silencieusement adossé au comptoir, la regardait, son expression neutre. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa voix était à peine un murmure. Je ne lui ai pas parlé, cracha Chloé avec un dégoût palpable. C'est papa qui a pris l'appel. Il l'a envoyé sur les roses. Je n'ai jamais vu papa comme ça. Apparemment, il était en larmes. Il disait qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie, qu'il voulait te parler. Un lâche. Un pauvre lâche. Un lâche. Oui. Mais le fait qu'il regrette déjà, que la douleur de son geste le rattrape, changeait quelque chose. Une partie d'elle, la partie qui avait aimé cet homme pendant 8 ans, voulut entendre ses excuses, comprendre son geste insensé. Une autre partie, la nouvelle, celle qui était née hier sur le parvis de l'église, se révulsa à cette idée. « Je ne veux pas lui parler », dit-elle fermement. « Ni aujourd'hui, ni demain. Dis-lui de ne pas essayer. Je vous rappellerai. Promis. Je dois raccrocher maintenant. Je vous aime. » Elle mit fin à l'appel, avant que sa sœur ne puisse protester. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à poser le téléphone sur le comptoir. Julien ne dit rien pendant un long moment. Il se contentait de la regarder, et pour la première fois, elle crut déceler dans ses yeux non pas de la pitié, mais une forme d'empathie sombre, comme s'il reconnaissait la nature du combat qui se livrait en elle. « Il veut se racheter », dit-il enfin, la phrase sonnant comme un constat inéluctable. « C'est un peu tard pour ça », répliqua-t-elle avec une amertume féroce. « Les gens font des erreurs, continua-t-il, son ton toujours aussi calme. Par peur, par lâcheté. Ce qui importe, ce n'est pas l'erreur, mais ce qu'on en fait après. Et ce que vous en faites. » Ces mots étaient justes, précis, mais ils la mirent en colère. « C'est facile à dire pour vous. Vous n'avez rien à perdre. Tout le monde a quelque chose à perdre, » répondit-il, et il y avait une faille dans sa voix, une ébréchure dans l'armure qui laissa entrevoir une blessure plus ancienne. Il détourna le regard et fixa l'horizon à travers la porte-fenêtre. « Croyez-moi » La réplique de Julien flotta entre eux, chargée d'un poids inattendu. « Croyez-moi » Ces 2 mots, prononcés avec une gravité qui ne laissait aucune place au doute, firent taire la colère d'Élise aussi sûrement qu'un seau d'eau sur des braises. Elle le regarda, essayant de percer la muraille qu'il venait d'entr'ouvrir une fraction de seconde. Mais son visage était de nouveau redevenu un masque impénétrable. Il semblait regretter cette brève incursion en territoire personnel. Le silence s'épaissit, devenant inconfortable. Il n'était plus paisible comme celui de la nuit, mais tendu par les non-dits. Élise se sentit soudain gauche, déplacée. Elle avait mordu la main qui lui avait été tendue, et même si sa douleur justifiait sa réaction, une pointe de regret la pinça. Cet homme ne lui devait rien, et elle venait de lui jeter sa souffrance à la figure. Ce fut lui qui rompit le charme, ou la malédiction, de ce silence. Il posa sa tasse de café sur le comptoir avec un bruit sec, et la regarda droit dans les yeux. « Venez », dit-il, le mot tenant plus de l'ordre que de l'invitation. « Marchez avec moi. Rester ici à ruminer ne vous servira à rien. » Sans attendre sa réponse, il se dirigea vers la porte. Élise hésita. Une partie d'elle voulait refuser, s'enfermer dans sa chambre et se laisser submerger par le chagrin. Mais la curiosité, piquée au vif par sa dernière phrase, fut plus forte. Et puis, il avait raison. Ruminer était un poison. Elle le suivit sans un mot, enfilant une paire d'espadrilles qu'elle avait trouvées dans l'entrée, manifestement laissée là pour les visiteurs. Dehors, la chaleur commençait déjà à monter.
Ils s'engagèrent sur un petit sentier de terre qui serpentait entre les parcelles de vignes. Le sol était un tapis de galets roulés, lisses et blonds sous le soleil, qui emmagasinèrent de la chaleur pour la restituer au cep durant la nuit. Julien marchait d'un pas assuré, les mains dans les poches de son pantalon. « Pourquoi me montrez-vous tout ça ?» demanda Élise, sa voix un peu sur la défensive. Il ne se tourna pas vers elle, son regard balayant ses vignes avec une fierté discrète. « Parce que c'est réel, » répondit-il. « Ce n'est pas une promesse en l'air ou une illusion, c'est la terre. Elle est dure, exigeante, parfois cruelle. Elle peut tout vous prendre en une nuit de gel ou de grêle, mais elle est honnête. Elle ne ment jamais. Quand elle donne, le fruit est vrai. Je pensais que vous aviez besoin de quelque chose de vrai en ce moment. » Sa logique était à la fois simple et profondément philosophique. Élise resta silencieuse, absorbant ses paroles. En tant que pâtissière, elle comprenait cette relation à la matière, la façon dont le sucre se comporte à une certaine température, la manière dont une pâte lève, la réaction chimique entre le chocolat et la crème. C'était un langage tangible, prévisible. Elle comprenait ce besoin de vérité, de concret, quand le monde des sentiments devenait un chaos incompréhensible. Ils marchèrent pendant un long moment. Julien s'arrêtait parfois pour lui montrer quelque chose. Il n'utilisait pas un jargon technique pompeux, mais des mots simples, presque poétiques. Il lui parla du grenache, le cœur de nos vins, généreux mais capricieux, comme un vieil ami au caractère bien trempé. Puis de la syrah, l'épine dorsale, qui apporte la structure, la couleur et une touche de poivre. Il lui expliqua le travail de la taille, l'art de ne laisser que le meilleur, de sacrifier une partie de la récolte pour obtenir des raisins plus concentrés, de meilleure qualité. Un sacrifice pour l'excellence. La métaphore était évidente. Élise se surprit à l'écouter avec un intérêt grandissant. Son propre métier reposait sur un équilibre subtil de saveurs, une alchimie précise. Elle vit le parallèle entre sa façon de créer un gâteau et la sienne de créer un vin. La même patience, la même attention aux détails, la même dépendance aux éléments. « Vous parlez de vos vignes comme si c'étaient des personnes, » remarqua-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Il se tourna enfin vers elle, un léger sourire aux lèvres. « C'est parce qu'elles le sont. Elles ont une mémoire. Chaque cep est un individu. Certains sont forts, d'autres plus fragiles. Certains ont besoin de plus d'attention. Celui-ci, par exemple. » Il désigna un vieux cep de vigne, incroyablement noueux et torturé, qui semblait presque mort comparé à ses voisins plus vigoureux. Pourtant, à son sommet, quelques jeunes pousses vertes tendèrent vers le soleil. C'est l'un des plus anciens de la parcelle. Il a presque 100 ans. Il a connu 2 guerres, des sécheresses terribles, des maladies. Il y a 10 ans, le chef de culture de mon père voulait l'arracher. Il disait qu'il était fini, qu'il ne produisait presque plus rien. Mais je m'y suis opposé. Pourquoi ? Parce que les quelques grappes qu'il donne sont extraordinaires. Elles ont une concentration, une complexité que les jeunes vignes n'auront jamais. Sa force ne vient plus de sa vigueur, mais de sa résilience, de tout ce qu'il a traversé. Il posa délicatement la main sur le vieux tronc crevassé avec un geste de respect infini. C'était plus qu'une simple plante pour lui. C'était un symbole. Ils se turent. Le seul bruit était celui du vent léger dans les feuilles de vigne et le chant lointain d'une alouette. Le soleil chauffait les épaules d'Élise, et pour la première fois depuis 24 heures, elle sentit une partie de la tension glaciale qui l'habitait se dissoudre. « Ce que vous avez perdu hier, » reprit Julien d'une voix grave en fixant le vieux cep. « Ce n'était pas réel. C'était une idée de l'avenir, une construction. La douleur que vous ressentez, elle, est réelle, mais elle n'est pas tout ce que vous êtes. Elle est comme une gelée tardive sur une vigne. Elle brûle les bourgeons, elle retarde la croissance, elle fait mal, mais elle ne tue pas les racines. Si les racines sont saines, la vie repart. » Élise le dévisagea, abasourdie par sa perspicacité. Cet homme, ce solitaire qui semblait si déconnecté des émotions humaines, venait de mettre des mots d'une justesse poignante sur son ressenti. « Et comment sait-on si les racines sont saines ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Il se tourna vers elle et cette fois, son regard gris n'était plus orageux. Il était clair, profond et empreint d'une tristesse ancienne qu'il ne cherchait plus à cacher.
On ne le sait pas, admit-il. On doit juste continuer à prendre soin de la terre et faire confiance, même quand on a toutes les raisons de ne plus y croire. Dans ses yeux, elle comprit qu'il ne parlait plus seulement d'elle. Il parlait aussi de lui. L'homme qui pensait que tout le monde avait quelque chose à perdre venait de lui révéler ce qu'il craignait de perdre, la foi que les choses peuvent repousser après avoir été détruites. Un lien invisible, ténu mais puissant, venait de se tisser entre eux dans le silence des vignes, deux solitudes qui pour un court instant s'étaient reconnues. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange, une parenthèse hors du temps et du monde. Élise vivait au rythme du domaine, un rythme lent, dicté par le soleil et le travail de la terre. Elle se levait tôt, réveillée par les premiers rayons et le son lointain du tracteur de Julien. Martine lui laissait chaque matin un petit déjeuner silencieux, et Julien disparaissait dans ses vignes ou séchait, la laissant à sa solitude. C'était une solitude bienveillante, un espace protégé où elle pouvait enfin commencer à déballer le chaos de ses émotions sans être jugée ou plainte. Le premier jour, elle avait erré dans la grande maison, se sentant comme un fantôme. Elle avait découvert une bibliothèque immense, dont les murs étaient couverts du sol au plafond de livres anciens et modernes. Des ouvrages sur l'œnologie, l'histoire et la philosophie côtoyaient des romans classiques et de la poésie. C'était le refuge d'un esprit curieux et cultivé. Elle avait passé des heures à laisser ses doigts courir sur les reliures en cuir, respirant l'odeur du papier et du temps. Le deuxième jour, l'inactivité lui devint insupportable. Elle, qui avait toujours eu les mains occupées à pétrir, façonner, décorer, ne supportait plus cette inertie forcée. Elle descendit à la cuisine et y trouva Martine en train de préparer le déjeuner. La vieille gouvernante, d'habitude si réservée, lui offrit un sourire timide en la voyant. « Vous cherchez quelque chose, madame ?» demanda-t-elle de sa voix douce. « S'il vous plaît, appelez-moi Élise. Et oui, je me demandais si je pouvais vous aider, ou juste faire quelque chose, n'importe quoi. Je ne suis pas habituée à rester sans rien faire. » Martine la dévisagea un instant, ses yeux vifs analysant la jeune femme qui se tenait devant elle, les mains nerveuses, puis elle hocha la tête. « Il y a un grand panier d'abricots du verger qui attendent. Je comptais en faire des confitures. Si le cœur vous en dit, c'était une bouée de sauvetage. » Élise se lava les mains avec une énergie nouvelle et se mit au travail. Dénoyauter les abricots, les couper en morceaux, sentir leur chair veloutée sous ses doigts, leur parfum sucré et acidulé. C'était un geste familier, un retour à un monde qu'elle maîtrisait. Pendant des heures, elles travaillèrent côte à côte dans un silence confortable, seulement rythmé par le cliquetis des couteaux et le glou-glou des confitures dans les grandes bassines en cuivre. Élise se surprit à poser des questions à Martine sur le domaine, sur sa vie ici. Elle apprit que la gouvernante était au service de la famille Moreau depuis plus de 40 ans, qu'elle avait connu Julien enfant. « Il a toujours été un garçon intense », confia Martine à voix basse en remuant le sucre. « Pas facile. Sa mère est partie quand il n'avait que 10 ans. Elle n'était pas faite pour cette vie, pour la solitude du domaine. Elle disait que cette terre étouffait ses rêves. Julien ne lui a jamais pardonné. Pas le départ, l'abandon. Il a mis des années à faire de nouveau confiance à quelqu'un. » Ces quelques phrases furent une révélation pour Élise. L'homme qui la protégeait avait lui-même été abandonné. Sa méfiance, sa solitude, son besoin de contrôle, tout s'éclairait d'un jour nouveau et tragique. Sa réplique dans les vignes, « Si les racines sont saines, la vie repart », prenait alors tout son sens. Il ne faisait pas que lui donner un conseil. Il se le répétait à lui-même, depuis des années. Ce soir-là, au dîner, l'ambiance était différente. Ils mangeaient généralement en silence sur la grande table de la salle à manger, l'espace entre eux semblant immense. Mais ce soir, Élise se sentit plus audacieuse. « Vos confitures sont excellentes, Martine », lança-t-elle à la gouvernante qui servait. « Le secret, c'est ce soupçon de romarin, n'est-ce pas ?» Martine lui sourit. « Vous avez l'œil, ou plutôt le palais. » Julien leva les yeux de son assiette, surpris par cet échange. « Vous avez cuisiné ?» demanda-t-il à Élise. « J'ai aidé Martine, » corrigea-t-elle. « Je commençais à perdre la main. C'est comme le vélo, il ne faut jamais s'arrêter. »
Il paraît que vous êtes la meilleure pâtissière d'Aix, dit-il, testant le terrain. Élise haussa les épaules. La plus passionnée peut-être. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait tous les dimanches acheter un gâteau après la messe. J'étais fasciné par les vitrines, ces œuvres d'art éphémères. J'ai su très jeune que je voulais être de l'autre côté de cette vitrine, créer de la joie avec du sucre. C'est peut-être un peu naïf, mais ce n'est pas naïf du tout, la coupa-t-il doucement. Créer quelque chose de beau à partir de rien est la chose la moins naïve au monde. C'est un acte de foi. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table. Pour la première fois, il n'y avait plus de distance, plus de gêne. Juste une compréhension mutuelle, la reconnaissance de deux artisans, deux créateurs. Après le repas, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans sa chambre, il la retint. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il. Intriguée, elle le suivit hors de la maison, dans l'air tiède de la nuit étoilée. Le chant des grillons était assourdissant. Il la guida vers un des grands chais, ouvrant la lourde porte pour révéler des rangées interminables de fûts de chêne, alignés dans une semi-obscurité fraîche et silencieuse. L'air était saturé d'une odeur enivrante de bois, de vanille, d'alcool et de fruits en devenir. « C'est ici que le temps fait son œuvre, » murmura-t-il, sa voix résonnant sous les hautes voûtes. « C'est la partie que je préfère. Le chaos de la fermentation est terminé, l'agitation de la récolte est loin. Ici, tout est question de patience. Attendre que le vin s'affine, s'arrondisse, développe sa complexité. C'est une conversation silencieuse entre le bois et le vin. » Il marcha jusqu'à un fût particulier et tapa doucement dessus. « Celui-ci, c'est une cuvée spéciale. Le raisin vient de la vieille vigne que je vous ai montrée, celle qui a presque 100 ans. » Il prit un pipette de verre, en plongea une extrémité dans la bonde du tonneau et en extraya une petite quantité de vin d'un rouge profond, presque noir. Il en versa quelques centilitres dans 2 verres qu'il sortit de nulle part. « Goûtez, » lui dit-il. « Il n'est pas encore prêt, mais il raconte déjà son histoire. » Élise porta le verre à ses lèvres, un peu intimidée. Elle n'était pas une grande connaisseuse. Le liquide était puissant, intense, mais aussi incroyablement soyeux. Elle sentit des arômes de cerises noires, d'épices, de réglisse, et quelque chose de plus sauvage, de plus terreux. C'était complexe, vivant. C'était un vin qui avait une âme. Elle chercha ses mots. C'est incroyable. Il y a de la tristesse dedans, mais aussi une force immense. Julien la regarda, un éclat de surprise et d'admiration dans les yeux. C'est exactement ça, dit-il, presque dans un souffle. La plupart des gens ne sentent que le fruit ou le bois. Vous sentez son caractère, sa résilience. Ils restèrent là, dans la fraîcheur du chai, sirotant ce vin à peine né, entouré par des centaines de tonneaux endormis. La lune, visible à travers une lucarne haute, jetait une nappe de lumière argentée sur le sol en terre battue. En cet instant, dans ce lieu secret, ils n'étaient plus la mariée abandonnée et le milliardaire solitaire. Ils étaient 2 âmes qui reconnaissaient, dans le travail de l'autre, une part d'eux-mêmes. Une même quête de beauté et de vérité au milieu des imperfections de la vie. La vie, pensait Élise, avait une curieuse façon de reprendre ses droits. Après plusieurs jours passés à la surface de sa propre existence, comme une nageuse épuisée se contentant de flotter, elle sentit le désir de replonger. Pas dans sa vie d'avant, non, celle-là lui semblait désormais appartenir à une autre femme, mais dans sa vie, celle qui était contenue en elle, dans ses mains et son cœur. Le matin du 5e jour au domaine, elle se leva avec une idée fixe, une envie aussi impérieuse qu'irrationnelle. Elle voulait faire un gâteau. La cuisine de Julien était un paradis pour tout cuisinier, mais un territoire inconnu pour une pâtissière. Il y avait des épices rares, des huiles d'olive de toutes sortes, mais pas un gramme de levure chimique ou d'extrait de vanille. Poussée par un instinct de survie créatif, elle partit en exploration. Dans le garde-manger, elle trouva de la farine de blé ancien, des amandes brutes du verger voisin, des œufs frais pondus par les poules de Martine, du miel de lavande produit sur le domaine et ces fameux abricots qu'elle avait mis en confiture. Ce ne serait pas une de ces créations complexes et millimétrées de sa boutique, mais quelque chose de plus instinctif, de plus rustique, un gâteau né de la terre qui l'avait accueilli. Pendant des heures, elle s'activa.
Le simple fait de mesurer, de peser, de mélanger, de sentir la texture de la pâte sous ses doigts avait un effet thérapeutique. Elle était de retour dans son élément, un royaume où les règles étaient claires et où le résultat dépendait de son savoir-faire et non du caprice d'un autre. Quand elle sortit le gâteau du four, un simple gâteau renversé aux abricots et au romarin, caramélisé au miel, la cuisine s'emplit d'un parfum chaud, sucré et réconfortant. C'était l'odeur de la normalité, du foyer, une odeur qu'elle n'avait pas sentie depuis si longtemps. C'est à ce moment que Martine entra dans la cuisine. Mais pour la première fois, elle n'arborait pas son habituelle expression calme et posée. Son visage était soucieux, ses lèvres pincées. Elle tenait une tablette numérique dans ses mains comme si c'était un objet dangereux. « Élise, Monsieur Moreau, commença-t-elle d'une voix tendue, il faut que vous voyiez ça. C'est partout sur Internet depuis ce matin. » Julien, qui entrait juste de l'extérieur pour le déjeuner, s'arrêta sur le seuil. Il vit le gâteau fumant sur le plan de travail, le léger nuage de farine sur le nez d'Élise, et pendant une seconde, un éclair de satisfaction traversa son regard. Puis il vit le visage de Martine, et le sien se referma. Martine posa la tablette sur l'îlot. L'écran affichait la une d'un grand magazine People en ligne. Une photo, prise au téléobjectif, floue mais reconnaissable, les montrait tous les deux sur le parvis de l'église. Élise, le visage dévasté dans sa robe blanche. Lui, grand et sombre, la couvrant de sa veste. Le titre, en lettres capitales et racoleuses, barrait l'image. La mariée abandonnée d'Aix-en-Provence, sa fuite mystérieuse avec le plus secret des milliardaires. Le souffle se coupa dans la poitrine d'Élise. Le parfum sucré du gâteau devint soudain écœurant. Le monde qu'elle avait réussi à tenir à distance venait de faire irruption avec une violence inouïe. Elle cliqua sur l'article, les doigts tremblants. C'était un tissu d'insinuation et de demi-vérité. On la décrivait comme une victime pathétique, une oie blanche trompée. On décrivait Julien comme un prédateur cynique, un reclus qui avait profité de sa vulnérabilité pour ajouter une nouvelle conquête à un tableau de chasse supposé. On parlait de Damien, l'architecte respectable, qui aurait été pris d'un moment de folie, mais qui serait anéanti par le remords. Chaque mot était une gifle, une distorsion grotesque de la réalité. On lui volait son histoire, sa douleur, pour en faire un feuilleton de bas étage. « Non », murmura-t-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes de rage et d'humiliation. « Comment ont-ils su? Comment m'ont-ils retrouvé ici? Ils n'ont pas besoin de vous retrouver, » dit Julien d'une voix blanche, glaciale, dénuée de toute émotion. Il fixait l'écran avec un dégoût profond. « Ils spéculent. Un invité a parlé, vendu la photo. Ils connaissent mon nom, ils connaissent ce domaine. Il leur suffit de broder une histoire. La vérité est la dernière de leurs préoccupations. » Sa colère était palpable, une vibration dangereuse dans l'air. Mais elle n'était pas dirigée contre elle. Elle était dirigée contre le monde extérieur, cette meute qui venait de violer son sanctuaire. Élise se sentit envahie par une culpabilité dévastatrice. Elle avait amené ce cirque à sa porte. Elle avait souillé sa paix, son refuge. « Je suis désolée », sanglota-t-elle, la tête entre les mains. « C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû accepter de venir. Je vais partir. Je ne veux pas vous causer plus de problèmes. » Elle fit un pas pour s'éloigner, mais la voix de Julien la cloua sur place. « N'y pensez même pas. » Son ton était sans appel. Il s'approcha, prit la tablette des mains de Martine et l'éteignit d'un geste sec. « Vous n'irez nulle part. C'est ici l'endroit le plus sûr pour vous en ce moment. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ils ne franchiront pas le portail de ce domaine. C'est ma parole. » Il se tourna vers Martine. « Coupez l'interphone. Filtrez tous les appels. Personne n'entre et personne ne sort sans mon autorisation directe. Compris ? » « Bien, monsieur, » répondit la gouvernante avant de s'éclipser, visiblement soulagée qu'ils prennent les choses en main. Julien se tourna alors vers Élise. Ses yeux gris la fixaient avec une intensité qui la déstabilisa. « Ce n'est pas votre faute, c'est la leur. Je savais ce que je faisais en sortant de cette église avec vous. Je suis habitué à ce genre de vautours. Vous, non. Ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir vous effondrer, c'est ce qu'ils attendent. »
Alors qu'il prononçait ces mots, son téléphone, celui qu'elle avait utilisé quelques jours plus tôt, se mit à sonner sur le plan de travail. L'écran affichait « Chloé ». Le cœur d'Élise se serra. Si l'article était en ligne, sa sœur l'avait forcément vu. D'une main hésitante, elle décrocha, mettant le haut-parleur. La voix de Chloé était au bord de l'hystérie. « Élise, tu as vu? C'est une catastrophe. Maman est hors d'elle, elle dit que tu as sali notre nom. Papa essaie de la calmer. Mais ce n'est pas le pire. » Elle marqua une pause, reprenant son souffle. « Damien est ici, en bas. Devant chez papa et maman, il a vu les articles, il est comme fou. Il dit qu'il doit te parler, te dire sa vérité avant que tout le monde ne te la vole. Il pleure, Élise. Il me fait pitié. Il veut que je te donne son nouveau numéro. Il supplie juste 5 minutes. » Le silence tomba dans la cuisine. La dernière pièce du puzzle infernal venait de se mettre en place. Dehors, le soleil brillait sur les vignes, indifférent. Dedans, Élise était prise au piège. D'un côté, une meute de journalistes la transformant en caricature. De l'autre, l'homme qui avait causé sa chute réclamant son pardon. Et au milieu, Julien Moreau, qui venait de lui jurer protection contre un monde dont il s'était lui-même isolé. Elle regarda le gâteau qu'elle venait de faire, sa croûte dorée, symbole d'un retour à la vie qui semblait déjà compromis. Le havre de paix était devenu une forteresse assiégée, et elle en était le cœur tremblant. Le monde extérieur, avec son bruit, sa fureur et ses exigences, venait de faire voler en éclats la bulle protectrice du domaine de la Roche Noire. La voix suppliante de Chloé, répercutée par le haut-parleur, suspendait le temps dans la cuisine. Damien, en bas de chez ses parents. En larmes, un étau se resserra autour du cœur d'Élise. C'était l'ultime assaut, le plus perfide. L'agitation médiatique était impersonnelle, mais la demande de Damien, elle, était une flèche décochée en plein cœur, précisément là où la blessure était la plus vive. Elle ne parvenait pas à répondre. Les mots se bousculaient dans sa gorge. Dire oui, c'était rouvrir la plaie, donner une chance à celui qui l'avait anéanti. Dire non, c'était peut-être passer à côté d'une explication, rester pour toujours avec ce « pourquoi » lancinant. Julien observait son dilemme, son visage indéchiffrable. Il ne cherchait pas à l'influencer. Se contentant d'être un témoin silencieux de sa lutte intérieure, c'était son choix, uniquement le sien. « Élise, tu es là ?» insista Chloé, sa voix chargée d'une compassion qui la fit presque suffoquer. Finalement, c'est un mot, un seul, qui franchit les lèvres d'Élise. Un mot dit d'une voix faible mais ferme. « Non ». Un silence surpris de l'autre côté de la ligne. « Non », répéta-t-elle, trouvant un peu plus de force dans sa propre décision. « Je ne veux pas de son numéro, Chloé. Je ne veux pas de ses explications. Pas maintenant. Si sa vérité ne valait pas la peine d'être dite en face le jour de notre mariage, elle ne vaut rien aujourd'hui. Dis-lui de rentrer chez lui. S'il vous plaît, faites-le partir. » Elle coupa la communication avant que sa sœur ne puisse argumenter, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de poser un acte, un vrai. Pour la première fois depuis l'Église, elle n'avait pas subi, elle avait choisi, elle avait refusé. Le soulagement qui la submergea fut aussi puissant que fugace, immédiatement remplacé par une vague de tristesse infinie. Le dernier fil qui la reliait à sa vie d'avant venait d'être coupé de sa propre main. Elle leva les yeux vers Julien. « J'ai bien fait ?» demanda-t-elle, cherchant une validation qu'elle n'aurait pas dû solliciter. Il hocha lentement la tête. « Vous avez fait ce qui était juste pour vous. C'est la seule chose qui compte. » Puis, son regard se posa sur le gâteau, abandonné sur le plan de travail. « Ne laissez pas tout ça gâcher votre travail, » ajouta-t-il avec une surprenante douceur. « Mangeons. » Ce repas fut le plus surréaliste de la vie d'Élise. Tandis qu'à l'extérieur, le monde virtuel s'enflammait à leur sujet, ils s'assirent tous les deux à la grande table et partagèrent le gâteau aux abricots. Il n'était pas parfait. Il était rustique, un peu trop caramélisé sur les bords, mais il était authentique. Il avait le goût de la résilience. Julien en prit une deuxième part, complimentant l'équilibre entre l'acidité du fruit et le parfum herbacé du romarin. Son approbation venant d'un homme dont le palais était éduqué par les nuances les plus subtiles fut un baume pour Élise. C'était une reconnaissance de son talent, de son identité,
au-delà du rôle de victime que les médias voulaient lui assigner. Pendant les heures qui suivirent, une tension étrange régna sur le domaine. C'était le calme avant, ou peut-être après, la tempête. Le téléphone de Julien sonna à plusieurs reprises. Des numéros inconnus, des sollicitations de journalistes, probablement. Il les ignora systématiquement. Une seule fois, il décrocha. Élise l'entendit parler depuis son bureau, sa voix brève et coupante. Non, aucun commentaire. Ne me rappelez plus sur cette ligne. Il avait érigé un mur autour d'eux, un mur fait de silence et de refus. À l'intérieur de ce périmètre de sécurité, la vie continuait, anormale, mais paisible. L'après-midi, Julien annonça qu'il devait descendre à l'entrepôt en bas de la vallée pour superviser un chargement important destiné à l'export. « Je serai absent pour 2 ou 3 heures, dit-il. Martine est là, personne n'approchera. Ne vous inquiétez pas. » Mais Élise s'inquiéta. Sa solitude, jusque-là salvatrice, lui parut soudain menaçante. La grande maison semblait vide et vulnérable sans sa présence. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle s'était habituée à le savoir là, une présence discrète mais solide. Elle essaya de lire dans la bibliothèque, mais les mots dansaient devant ses yeux. Chaque bruit extérieur la faisait sursauter. Le gravier qui crisse, le vent dans les cyprès, tout était suspect. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre, elle vit une voiture approcher sur le long chemin de terre qui menait au domaine. Ce n'était pas le véhicule utilitaire de Julien. C'était une berline grise, élégante et anonyme. Son sang se glaça. Un journaliste, un paparazzi qui aurait réussi à se faufiler? Elle se recula vivement de la fenêtre, le cœur tambourinant. La voiture s'arrêta devant le grand portail fermé. Elle n'essaya pas de sonner. Une portière s'ouvrit. Un homme en sortit. Même de loin, elle le reconnut. Damien. Il était là. Il n'avait pas renoncé. Il se tenait devant les grilles, petit et insignifiant face à la majesté du portail en fer forgé. Il leva la main, hésita, puis la laissa retomber. Il avait l'air perdu, diminué. Il n'avait pas le code, pas d'invitation. Il était un intrus, un étranger aux portes d'un royaume dont il avait lui-même poussé Élise à l'intérieur. Elle le regarda depuis sa cachette, pendant ce qui lui parut une éternité. Toutes les émotions se bousculaient en elle. Une flambée de colère, une vague de pitié et une immense, une infinie lassitude. C'était donc ça l'homme qu'elle avait aimé pendant 8 ans? Celui pour qui elle avait planifié un avenir rêvé d'enfant? Ce garçon hésitant, incapable de respecter un non, incapable même de franchir un obstacle symbolique sans aide. Une vision fugace la traversa. L'image de Julien, la veille, se penchant sur le cep centenaire avec un respect quasi religieux. La force tranquille, la résilience incarnée. Et en bas, devant la grille, l'incarnation de l'indécision, de la faiblesse. Le contraste était brutal, cruel, et d'une clarté aveuglante. Elle ne sut combien de temps elle resta là à l'épied. 10 minutes, peut-être 20. Finalement, Damien fit demi-tour. Il remonta dans sa voiture, effectua une manœuvre maladroite sur le chemin étroit et repartit, laissant derrière lui un nuage de poussière qui retomba lentement. Il était parti, et avec lui, le dernier fantôme de son ancienne vie. Élise ne ressentit ni soulagement ni tristesse, juste le vide, le silence de l'après quand tout est dit et tout est fini. Elle s'assit sur le bord de son lit et respira profondément, pour la première fois. Ce n'était pas un souffle de désespoir, mais un souffle de commencement. Quand Julien rentra 1 heure plus tard, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de nuances violacées. Il la trouva sur la terrasse, en train de regarder les vignes s'endormir. Elle n'eut pas besoin de lui dire ce qui s'était passé. Il le lut dans son regard, dans le calme nouveau qui émanait d'elle. « Il est venu », dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Il est reparti ». Julien s'appuya contre la balustrade en pierre à côté d'elle. Ils regardèrent le crépuscule s'installer en silence. Ce n'était plus le silence de la gêne ou du chagrin. C'était un silence partagé, complice. « La récolte commencera dans quelques semaines, » dit-il après un long moment, changeant complètement de sujet. « C'est la période la plus intense de l'année. 20 heures de travail par jour. Le chaos, la fatigue, le stress. Mais c'est aussi le plus beau moment.
le moment où tout le travail d'une année prend enfin forme. Il se tourna vers elle, et dans la lumière mourante, son regard était grave et sincère. « J'aimerais que vous soyez là pour voir ça. » Ce n'était pas une invitation galante. Ce n'était pas une déclaration. C'était quelque chose de plus simple et de plus profond, une proposition de partager un moment de vérité, de travail et de création, une invitation à rester. Et Élise sut, avec une certitude qui la surprit elle-même, qu'elle n'avait envie d'être nulle part ailleurs. Les semaines qui précédèrent la récolte s'écoulèrent avec la lenteur majestueuse d'un fleuve en été. La frénésie médiatique s'était apaisée. Privés de nouvelles déclarations et de rebondissements, les journalistes s'étaient lassés et étaient partis en quête d'une autre proie. Le monde extérieur s'était estompé pour devenir un bruit de fond lointain et sans importance. Au domaine de la Roche-Noire, la vie avait repris son cours, immuable et sereine. Pour Élise, chaque jour qui passait était une couche de baume supplémentaire sur une plaie qui commençait enfin à cicatriser. Sa réponse à l'invitation de Julien n'avait pas été verbale. Elle n'avait pas dit « oui, je reste ». Elle était simplement restée. Et ce séjour tacitement prolongé avait transformé leur relation. Il n'était plus son sauveur et elle n'était plus sa protégée. Ils étaient devenus deux solitudes qui avaient appris à cohabiter, à s'apprivoiser dans le silence des grands espaces. Leur quotidien s'était organisé autour de routines simples. Le matin, elle le regardait partir vers les vignes, un thermos de café à la main, puis elle investissait la cuisine. C'était devenu son atelier, son laboratoire. Avec l'autorisation bienveillante de Julien et la complicité de Martine, elle avait commencé à expérimenter. Elle n'essayait pas de recréer les classiques de sa boutique aixoise. Ici, l'inspiration était différente. Elle travaillait avec ce que la terre lui offrait. Les figues gorgées de sucre, les pêches de vigne à la chair sanguine, les amandes encore fraîches, le miel, toutes fleurs des ruches du domaine. Ses créations étaient plus brutes, plus essentielles. Elle abandonna les glaçages miroirs et les décorations complexes pour se concentrer sur la vérité du produit. Elle fit des tartes rustiques, des clafoutis fondants, des sorbets intenses. Elle apprit à intégrer les herbes aromatiques de la garrigue dans ses desserts, une ganache au thym, une crème brûlée à la lavande, une panna cotta au romarin. Elle redécouvrait son métier, non plus comme une performance technique, mais comme un dialogue avec la nature. Julien rentrait pour le déjeuner, fatigué et affamé, et trouvait chaque jour une nouvelle surprise sucrée qui l'attendait. Il était devenu son premier dégustateur, son critique le plus honnête. Il ne la flattait jamais. Ses commentaires étaient aussi précis et directs que ceux qu'il formulait sur ses propres vins. Un peu plus d'acidité ici pour équilibrer le sucre des figues. L'amertume de cette amande est intéressante avec la douceur de la pêche. Grâce à lui, elle affinait ses créations, les poussant vers une simplicité et une authenticité nouvelles. Un soir, alors qu'elle s'affairait à perfectionner une recette de financier à l'huile d'olive et au zeste de citron, il entra dans la cuisine plus tôt que d'habitude. Il ne dit rien, s'adossa simplement au chambranle de la porte et l'observa. Élise, concentrée, ne remarqua sa présence qu'au bout de quelques minutes. Elle sursauta légèrement en le voyant. « Vous êtes là depuis longtemps ?» demanda-t-elle, une légère rougeur montant à ses joues. « Assez pour comprendre que c'est bien plus qu'un métier pour vous, » répondit-il. « C'est une forme de méditation. Vos gestes sont si précis, si assurés. » Elle sourit, flattée. « C'est mon refuge. Quand je pâtisse, le reste du monde n'existe plus. Il n'y a que la matière et moi. Il n'y a pas de place pour les questions sans réponse. » Il s'approcha de l'îlot, son regard se posant sur les carnets de notes d'Élise, couverts de croquis, de recettes et d'annotations. « Vous reprenez possession de votre histoire, » dit-il doucement. « C'est bien. » Le compliment était si simple et pourtant si juste qu'il toucha Élise en plein cœur. C'était exactement ça. Chaque gâteau était un pas de plus loin de la femme brisée qu'elle avait été, un pas de plus vers celle qu'elle était en train de devenir. « Et vous ?» risqua-t-elle. « Cet endroit, c'est votre refuge ou votre prison ?» La question était audacieuse, presque intrusive, mais elle était sortie naturellement. La confiance entre eux était devenue assez forte pour supporter ce genre d'interrogation.
Julien mit un temps à répondre, son regard se perdant dans le jardin qui s'assombrissait. Les deux, sans doute, finit-il par admettre. Pendant des années, c'était une forteresse, un lieu pour me protéger du monde extérieur et de ses déceptions. Ces mots firent écho à ce que Martine lui avait raconté sur sa mère. Ma mère disait que cette terre l'étouffait. Elle est partie chercher l'air ailleurs. Longtemps, j'ai cru que j'étais condamné à m'y étouffer aussi, mais par devoir. Et puis un jour, j'ai compris. On ne s'étouffe que si on lutte contre les racines. Si on les accepte, si on apprend à respirer avec elles, alors la forteresse devient un sanctuaire. Cet endroit ne vous retient que si vous cherchez à le fuir. Élise sentit la profondeur de son aveu. Il lui offrait une clé de compréhension, non seulement de lui-même, mais aussi d'elle-même. Elle aussi, elle avait cherché à fuir, fuir la douleur, fuir l'humiliation. Et c'est en s'arrêtant, en s'enracinant dans cet endroit improbable, qu'elle commençait enfin à respirer. Il se pencha au-dessus de son bol de préparation et inhala le parfum citronné. « Ça sent divinement bon », murmura-t-il. Son visage était si proche du sien qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de sa peau, son odeur de terre et de soleil. Un frisson imperceptible la parcourut. C'était la première fois qu'ils étaient si proches, dans une intimité qui n'était ni forcée ni accidentelle. Un courant électrique passa entre eux, fait de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait été ressenti en silence depuis des semaines. Il plongea l'auriculaire dans un reste de pâte sur le bord du bol et le porta à ses lèvres avec un naturel déconcertant. Le geste était enfantin, presque joueur, mais chargé d'une sensualité inattendue. « Parfait !» décréta-t-il, son regard gris plongé dans le sien. Élise sentit son cœur s'emballer. Le monde, qui avait disparu quelques instants plus tôt, revint à elle sous la forme d'un millier de sensations. Le contact du sol frais sous ses pieds, la chaleur résiduelle du four, le bourdonnement d'une abeille attardée contre la vitre, et surtout, l'intensité du regard de Julien. Un regard qui ne la voyait plus comme une âme à secourir, mais comme une femme. Il se redressa, rompant le charme. Une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux, comme s'il avait été surpris par sa propre audace. Sans un mot de plus, il fit demi-tour et quitta la cuisine, la laissant seule avec son cœur battant, le parfum du citron et la certitude troublante que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Les fondations de leur relation venaient de trembler, et ce qu'elle laisserait apparaître après était aussi effrayant qu'excitant. L'intimité qui avait effleuré la cuisine ce soir-là laissa des traces indélébiles. Le lendemain, une nouvelle conscience, délicate et vibrante, s'était installée entre eux. Les silences n'étaient plus seulement confortables, ils étaient chargés de potentialité. Les regards s'attardaient une fraction de seconde de trop. Les gestes les plus banals, comme se passer le sel à table ou se croiser dans un couloir, étaient empreints d'une tension nouvelle. C'était un territoire inexploré pour tous les deux, et ils y avançaient avec la prudence de deux animaux sauvages qui ont désappris la méfiance, mais n'ont pas encore appris la confiance totale. Élise sentait un tumulte intérieur. Une part d'elle, encore meurtrie, avait peur. Peur de ressentir à nouveau, peur de mal interpréter la gentillesse et la connexion naissante. Elle avait confondu le confort et la routine avec l'amour pendant 8 ans. Comment être sûre, cette fois-ci, de ne pas se tromper? Une autre part d'elle, cependant, se sentait vivante comme jamais auparavant. Avec Julien, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Il l'avait vue au plus bas de sa vulnérabilité, dans la nudité de sa douleur. Il ne l'avait pas idéalisée, il l'avait simplement vue. Et cette acceptation sans phare était plus enivrante que n'importe quelle déclaration enflammée. Julien, de son côté, semblait lutter avec ses propres démons. Lui, l'homme du contrôle absolu, le solitaire par choix et par blessure, se retrouvait confronté à une émotion qui échappait à toute logique, à toute planification. Élise l'avait vu plusieurs fois perdu dans ses pensées, le front barré d'un pli soucieux, comme s'il pesait des conséquences invisibles. L'abandon de sa mère lui avait appris que l'attachement était une source de douleur. Laisser Élise entrer dans son sanctuaire était déjà un risque colossal. La laisser entrer dans son cœur en était un autre, d'une magnitude
qu'il n'avait peut-être plus envisagées. Alors qu'ils naviguaient dans ces eaux troubles, la nature, indifférente à leurs états d'âme, suivait son propre calendrier. La chaleur d'août s'intensifia, les raisins se gorgèrent de sucre, leur peau devenant plus fine et translucide. L'air vibrait d'une attente fébrile. La récolte approchait. Le domaine entier se mit en effervescence. Des équipes de vendangeurs saisonniers arrivèrent, installant une joyeuse pagaille dans les bâtiments qui leur étaient réservés. Les machines furent inspectées, les cuves nettoyées, les pressoirs testés. L'ambiance studieuse et silencieuse qui régnait depuis l'arrivée d'Élise laissa place à une agitation organisée. Julien était au cœur de ce tourbillon. Il était partout à la fois, dans les vignes à l'aube pour goûter les baies et décider du jour exact pour commencer, dans les chais pour donner ses dernières instructions, au téléphone avec les négociants. Son énergie était décuplée. Il n'était plus seulement le gardien solitaire de son domaine, mais le chef d'orchestre d'une symphonie complexe. Élise l'observait de loin, fascinée par cette transformation. Il était dans son élément, puissant, concentré, vivant. Se sentant de plus en plus inutile au milieu de cette activité débordante, elle se concentra sur son propre rôle, nourrir les troupes. Chaque jour, elle préparait d'immenses fougasses, des tartes salées, des salades copieuses et bien sûr, des desserts simples et énergétiques pour les dizaines de travailleurs. Elle trouva un rythme dans ce travail, une joie simple à pourvoir aux besoins fondamentaux de cette petite communauté temporaire. Elle n'était plus l'invitée, mais une partie intégrante de l'écosystème du domaine. Un soir, alors que tout était enfin calme, Julien la trouva épuisée mais souriante dans la cuisine, les bras couverts de farine. « Demain », annonça-t-il simplement. Sa voix était rauque de fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense. « Nous commençons à 5 heures du matin, la parcelle de la vieille vigne. » Il lui tendit un sécateur et une paire de gants de travail. « Si ça vous dit. Je préviens, ce n'est pas romantique comme sur les cartes postales. C'est un travail éreintant. Le dos souffre, le soleil tape, les doigts sont coupés. »« Je sais, » répondit-elle, son cœur s'emballant à l'idée. « Je veux en être. Je veux voir comment tout commence. » Son sourire en réponse fut la plus belle des récompenses. C'était un sourire franc, sans réserve, qui illumina tout son visage et effaça les ombres de la fatigue. Alors, bienvenue dans la mêlée. Le lendemain matin, la nuit était encore noire quand l'alarme la tira du sommeil. Dehors, des lumières de lampes frontales dansaient déjà entre les rangs de vignes. Dans la grande cour, l'ambiance était électrique. Des rires, des appels en plusieurs langues, l'odeur du café fort et des croissants. Julien, au milieu de ses équipes, donnait ses dernières consignes, sa voix calme mais ferme couvrant le brouhaha. Quand il la vit, il s'approcha. « Tu es prête ?» Elle hocha la tête, intimidée par cette énergie collective. « Restez avec moi au début, » dit-il. « Je vous montrerai les gestes. » Dans la fraîcheur de l'aube, ils marchèrent jusqu'à la fameuse parcelle. Le silence tomba sur l'équipe. On sentait le respect pour ce lieu, pour ces vignes anciennes. Au signal de Julien, des dizaines de sécateurs se mirent à cliqueter dans une mélodie unique, le premier son de la naissance d'un nouveau millésime. Julien lui montra comment tenir le sécateur, comment identifier les bonnes grappes, comment couper la tige d'un coup sec et précis sans abîmer les autres. Ses mains, grandes et expertes, guidèrent les siennes. Le contact de sa peau sur la sienne, même à travers les gants, fut un choc. Il ne dura qu'une seconde, mais il laissa une empreinte brûlante. Elle se mit au travail. Les premières minutes furent difficiles. Ses gestes étaient maladroits. Son dos protestait déjà. Mais peu à peu, elle trouva son rythme. Le geste devint mécanique, libérant son esprit. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à remplir son seau de ces grappes lourdes et violacées, encore couvertes de rosée. Le soleil se leva sur les dentelles de Montmirail, incendiant le ciel. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle. Au bout de la rangée, elle vit Julien qui travaillait avec la même ardeur que ses ouvriers, le visage concentré, des gouttes de sueur perlant sur son front. De temps en temps, il levait la tête et leurs regards se croisaient au-dessus des ceps de vigne. Dans ces regards échangés,
Il y avait tout, le partage de l'effort, la complicité et l'aveu muet que ce moment était bien plus qu'une simple récolte. C'était la naissance de quelque chose, pour le vin, et peut-être pour eux. Elle n'avait jamais été aussi fatiguée de sa vie, et elle n'avait jamais été aussi heureuse. Les vendanges furent une immersion totale dans un monde de sensations brutes et de fatigue exquise. Chaque jour, Élise se levait avant l'aube, le corps endolori par les efforts de la veille, pour rejoindre le ballet des vendangeurs. Elle découvrit la camaraderie simple et directe des gens qui travaillent la terre, les plaisanteries échangées pour tromper la fatigue, les déjeuners pantagruéliques pris à l'ombre des oliviers, le vin rouge bu à même le goulot pour étancher la soif. Elle était la pâtissière d'Aix, celle que le patron avait recueillie. Il y avait eu de la curiosité au début, puis du respect en la voyant travailler sans se plaindre, les mains écorchées et le visage rougi par le soleil. Elle était devenue l'un des leurs. Le soir, quand les travailleurs regagnaient leur logement, le domaine ne s'endormait pas. Au contraire, une autre frénésie commençait au chai. Les tracteurs déversaient leurs précieuses cargaisons dans les rafloirs, qui séparaient les baies des tiges dans un fracas assourdissant. L'odeur intense du mou, douceâtre et enivrante, flottait sur toute la propriété. Élise passait souvent des heures à regarder Julien et son maître de chai, un homme du nom de Bernard, orchestrer les opérations. Elle les voyait goûter les jus, mesurer les densités, décider des températures de fermentation. Julien était dans un état d'hypervigilance, d'épuisement et d'exaltation. C'était la période critique où le fruit de toute une année pouvait être sublimé ou ruiné. Dans cette effervescence, il y avait peu de place pour les conversations personnelles. Leurs interactions étaient brèves, fonctionnelles, mais la connexion entre eux n'avait jamais été aussi forte. Elle passait par des gestes, un verre d'eau fraîche qu'elle lui tendait sans qu'il ait à le demander, une assiette qu'il lui apportait près des cuves, parce qu'il savait qu'elle n'avait pas pris le temps de dîner, une main sur son épaule pour la guider dans l'obscurité du chai. Chaque petit acte était une brique de plus à l'édifice de leur intimité. Ils apprenaient à communiquer sans les mots, par la simple anticipation des besoins de l'autre. Le festival de la récolte de baume de Venise approchait. C'était un événement majeur dans la région, une tradition qui marquait la fin des vendanges et célébrait le vin nouveau. Julien, en tant que propriétaire de l'un des domaines les plus en vue, était censé y prononcer un discours. L'année précédente, il avait décliné. Son aversion pour les foules et les mondanités était bien connue. Mais cette année, quelque chose avait changé. Un soir, alors qu'il partageait un reste de dîner sur les marches de la terrasse, contemplant un ciel constellé d'étoiles comme on n'en voit qu'à la campagne, il aborda le sujet. « Il y a ce festival à la fin de la semaine », commença-t-il, l'air faussement détaché. « J'ai accepté de parler, une pure folie. Je déteste ça. » Élise le regarda, surprise. « Pourquoi l'avoir accepté alors ?» Il haussa les épaules. Bernard insiste. « C'est bon pour l'image du domaine, et... » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Peut-être qu'il est temps que j'arrête de me cacher derrière mes vignes. » Son aveu était lourd de sens. C'était la reconnaissance d'un changement profond en lui. « J'aimerais que vous veniez avec moi, » ajouta-t-il. Il ne la regardait pas, son regard fixé sur la grande ours. « Ce ne sera pas comme l'Église, pas d'obligation, mais votre présence serait un soutien. » Lui, Julien Moreau, l'homme qui n'avait jamais eu besoin de personne, demandait son soutien. Le cœur d'Élise se gonfla d'une émotion si intense qu'elle lui coupa le souffle. Elle ne venait pas seulement de trouver un refuge ici, elle y était devenue indispensable. « Bien sûr que je viendrai », répondit-elle doucement. La soirée du festival arriva vite. Le domaine était étrangement calme. La récolte était terminée. La plupart des saisonniers étaient repartis. Élise passa l'après-midi à se préparer avec un trac qu'elle n'avait plus ressenti depuis le jour de son mariage. L'idée de réapparaître en public, qui plus est au bras de Julien Moreau, était terrifiante. Mais la peur était différente cette fois. Elle n'était plus paralysante. Elle était mêlée d'une forme d'excitation. Elle choisit de ne porter aucun des vêtements qu'il lui avait fournis. Et la place, elle avait demandé à Chloé de lui apporter quelques affaires de son appartement lors d'une visite discrète la semaine passée.
Elle opta pour une robe simple, en soie vert émeraude, une couleur qui rappelait les feuilles de vigne. Elle laissa ses cheveux détachés, coiffés par le soleil des dernières semaines. En se regardant dans le miroir, elle vit une femme qu'elle reconnaissait à peine. Ses traits étaient les mêmes, mais son regard avait changé. Il était plus calme, plus profond. Elle n'était plus la jeune femme anxieuse qui cherchait l'approbation. Elle était juste elle. Quand elle descendit, Julien l'attendait dans le grand salon. Il portait un costume de lin beige qui contrastait avec le noir de ses cheveux, le rendant plus accessible, moins sévère. Il se retourna en l'entendant et s'arrêta net. Il la regarda, sans un mot, et dans ses yeux gris, elle lut une admiration si pure, si intense, qu'elle sentit ses joues s'empourprer. « Vous êtes magnifique », dit-il enfin, sa voix un peu rauque. Le trajet jusqu'à Baume de Venise se fit en silence, mais c'était un silence plein de promesses. Le village était en fête. Des guirlandes lumineuses étaient tendues entre les maisons en pierre. La musique et les rires flottaient dans l'air tiède du soir. Julien gara la voiture et ils se fondirent dans la foule. Plusieurs têtes se tournèrent sur leur passage. Des murmures les suivirent. « C'est Julien Moreau. Et elle, c'est la mariée d'Aix. » Mais cette fois, les regards n'étaient plus seulement curieux ou hostiles, ils étaient intrigués. Ils ne formaient pas le couple improbable du scandale, mais un duo dont la complicité silencieuse était évidente. Julien posa une main légère au creux de son dos pour la guider à travers la foule. Un geste protecteur et possessif qui envoya une décharge électrique à travers tout son corps. Le moment du discours arriva. Julien monta sur une petite estrade dressée sur la place principale, devant des centaines de visages, vignerons, habitants, touristes. Il semblait tendu, mal à l'aise, sous les projecteurs. Il tenait des notes, mais il ne les regarda pas. Il prit une profonde inspiration, et son regard chercha Élise dans la foule. Elle lui fit un léger sourire d'encouragement. Il commença à parler. Sa voix était ferme. Il ne parla pas de chiffres, ni de techniques de vinification. Il parla de la terre, du temps, de la patience. Il parla de la résilience d'un cep de vigne qui continue à donner le meilleur de lui-même après avoir tout subi. Ses mots étaient simples, sincères, et ils firent écho en chaque personne présente qui avait déjà travaillé un lopin de terre. Cette année, poursuivait-il, j'ai réappris quelque chose que j'avais oublié. J'ai réappris que la chose la plus importante, ce ne sont pas les racines elles-mêmes, mais le courage de laisser de nouvelles pousses grandir. Le courage de faire confiance à nouveau, même quand on pense que tout est gelé. Ses yeux étaient fixés sur Élise. Le discours n'était plus destiné à la foule. Il était pour elle. C'était sa déclaration. Voilée, publique, mais d'une clarté limpide. Le monde autour d'Élise s'estompa. Il n'y avait plus que lui, sur cette estrade, et elle, le cœur battant à se rompre, comprenant enfin la portée de tout ce qu'ils avaient vécu. Il ne s'agissait plus de la sauver, il s'agissait de grandir, ensemble. Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle craignait que la femme à côté d'elle ne l'entende. Les mots de Julien suspendaient le temps, créant une bulle d'intimité au milieu de la place bondée. Le courage de faire confiance à nouveau. C'était tout. Il ne parlait pas d'amour, pas de promesses, pas d'avenir. Il parlait de quelque chose de plus fondamental, de plus fragile et de plus courageux. La possibilité de croire encore après la dévastation. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. C'était la seule déclaration qui pouvait véritablement la toucher. Elle, qui avait été trahie par des promesses grandioses. Quand il termina son discours, un tonnerre d'applaudissements éclata, plus chaleureux et plus personnel que ce à quoi il s'était sans doute attendu. Les gens n'avaient pas seulement entendu le vigneron, ils avaient perçu l'homme. Élise resta immobile, le souffle court, incapable de se joindre au concert d'acclamation. Elle était submergée. Une émotion pure et déferlante, un mélange de gratitude, de reconnaissance et d'un sentiment naissant, si puissant qu'il lui donnait le vertige, un sentiment qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle le vit descendre de l'estrade, immédiatement entouré par des notables, des confrères, des journalistes locaux qui lui tendaient des micros. Il répondait poliment, mais ses yeux la cherchaient toujours dans la foule. C'était sa bouée, son point d'ancrage.
Élise comprit alors qu'elle devait, elle aussi, poser un acte. Pas un acte aussi public, pas un discours, juste un geste, une vérité dite à voix haute, la sienne. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son corps bougeant comme mu par une volonté qui n'était plus tout à fait la sienne. Elle sentait des centaines d'yeux sur elle, mais pour la première fois, cela lui était égal. Elle n'était plus une curiosité, la mariée abandonnée. Elle était une femme qui allait retrouver l'homme qui lui avait montré comment se tenir à nouveau debout. Elle arriva à la lisière du petit groupe qui entourait Julien. Il était en pleine conversation avec le maire du village. Instinctivement, il sentit sa présence. Il se tourna vers elle, interrompant sa phrase. Le silence se fit autour d'eux. Le maire, les journalistes, tous semblaient retenir leur souffle, sentant qu'ils assistaient à un moment décisif, au véritable épilogue de l'histoire qui avait fait les choux gras de la presse locale. Élise s'arrêta devant lui. Ses mains étaient moites, son pouls s'affolait. Il n'y avait rien de calculé dans ce qu'elle s'apprêtait à faire. C'était un besoin viscéral de le remercier, pas pour sa richesse, pas pour le refuge, mais pour sa présence silencieuse, pour sa constance, pour ce geste simple dans une église froide qui avait tout changé, d'une voix qui tremblait à peine, mais qui porta clairement dans le silence soudain de la place. Elle dit « Je ne suis pas venue te demander quoi que ce soit. Je voulais juste te remercier de ne pas être parti quand j'en avais le plus besoin. » Ces mots, si simples, si directs, étaient sa propre déclaration. L'aveu de sa plus grande peur, l'abandon et la reconnaissance de celui qui l'avait affronté avec elle, sans même savoir ce qu'il faisait. Le masque public de Julien Moreau se fendit. Toute la tension, toute la réserve, toute la solitude qu'il portait comme une armure s'évanouirent de son visage. Il n'y eut plus que de la vulnérabilité dans ses yeux gris. Sous le regard de tout le village, de tout son monde, il fit ce qu'il n'avait probablement jamais fait de sa vie. Il laissa tomber les conventions, ignora son public et tendit la main vers elle. Il ne dit rien, il n'avait pas besoin de parler. Elle posa sa main dans la sienne. Son contact était chaud, ferme, ancrant. Il la tira doucement à lui, l'éloignant du cercle des curieux et sans un regard en arrière, il la guida hors de la place bondée, vers les ruelles plus sombres et plus calmes du village. Ils marchèrent un instant en silence, main dans la main, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. Ils s'arrêtèrent près d'une vieille fontaine moussue, dont le murmure était le seul bruit dans la nuit. La lueur des lampions dansait sur leur visage. Julien se tourna vers elle. Il caressa sa joue du dos de ses doigts, un geste d'une infinie tendresse. Ce jour-là, dans cette église, commença-t-il, sa voix basse et intense, je n'ai pas vu une femme abandonnée. J'ai vu quelqu'un qui avait la même force que ma vieille vigne, la force de rester debout, même quand tout semble perdu. C'est toi qui m'as rappelé comment avoir le courage, Élise, pas l'inverse. Ces mots étaient le cadeau le plus précieux qu'on lui ait jamais fait. Il ne l'avait pas sauvé, il s'était reconnu. Et c'est là, dans l'intimité de cette ruelle provençale, loin des regards, sans flash ni applaudissements, qu'il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser sans urgence, sans passion dévorante. C'était un baiser qui avait le goût de la terre après la pluie, le goût du vin nouveau et de la patience. Un baiser qui scellait non pas une fin, mais un commencement, le début d'une histoire que personne n'aurait pu écrire, pas même eux. Ensemble, ils quittèrent le village, laissant derrière eux les murmures, les histoires et les fantômes de leur vie passée. Ils reprirent la route sinueuse qui menait au domaine de la Roche Noire. La lune, pleine et blanche, éclairait les vignes argentées. Le domaine n'était plus un refuge pour deux âmes solitaires. Il était devenu leur foyer. Le lieu où, contre toute attente, deux ensembles de racines, autrefois brisées et meurtries, avaient trouvé un sol fertile pour s'entremêler et grandir, ensemble, vers la lumière.